Alors tout d'abord, je vais tâcher de vous brosser un aperçu de l'écosystème dans lequel Outscale évolue et dont vous êtes probablement familier. Autour de 5 thèmes qui sont ce que nous on vit tous les jours. Un premier thème autour des menaces. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, qu'il faut bien intégrer. Les menaces vont aller des conflits armés, mais on a vu aussi les attaques pendant les Jeux Olympiques. Ça arrive, c'est en permanence. Cisco en a parlé régulièrement aussi dans ce qu'eux délivrent. Les menaces, c'est aussi des choses comme les ransomware. Et le monde cyber est devenu finalement aussi dangereux que le monde réel, au moins en termes d'impact coût financier. Pas encore sur le coût humain, heureusement, mais ça pourrait arriver. Des aspects autour de la concurrence, qui sont d'ailleurs parfois proches du cyber, parce que certains concurrents peuvent employer des méthodes qui ne sont pas forcément très clean, mais ça va aussi dans la concurrence sur la capacité à développer des services de plus en plus rapidement, ne pas se faire copier, et puis utiliser mieux les ressources de type cloud pour mieux hybrider les choses. C'est aussi ça qu'il faut qu'on apprenne, que nos concurrents regardent, et il faut qu'on explique au monde aussi cet aspect d'hybridation. Dans les menaces, on a aussi les effets de taille. Les effets de taille qui sont très importants auprès des GAFAM, et nous, on pourrait dire effectivement, c'est un des thèmes de ce matin, que comme nous sommes un Français, nous n'avons pas les moyens de, etc. Sauf qu'il y a quand même quelque chose qui est très important, il faut se concentrer. Quand on ne peut pas avoir un catalogue avec 300 points dans le catalogue, on en fait 20, mais on les fait bien, et on les fait de manière souveraine. C'est la stratégie d'Outscale. Et enfin, sur les menaces, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la baisse des compétences IT, qui est une baisse, alors ça va vous paraître étonnant que je vous dise baisse des compétences IT alors qu'il y a de l'IT partout, mais en fait les compétences IT se spécialisent et se verticalisent. Ce qui fait que dans une entreprise, les compétences IT vont devenir spécialisées de la verticale métier du client. Plus forcément de tout ce qui se passe dans le cloud, de toutes les technologies du cloud, de toute la cybersécurité qui est nécessaire dans le cloud. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître notamment dans la formation des développeurs qui ne savent plus forcément comment fonctionne le matériel sous-jacent, et forcément l'optimisation et l'éco ou l'efficacité énergétique qu'on peut avoir est réduite. Et enfin, il y a des révolutions technologiques, et il faut faire attention, ne pas les confondre avec des effets de mode, et c'est rapide et facile de se tromper et d'investir au mauvais endroit. Nous, tout ça, on évolue dans cet écosystème. On a de la cyber et de la compliance. On en a parlé beaucoup sur les aspects de compliance et de réglementaire. Le réglementaire nous impose aussi un certain nombre de choses. Des fois, ça nous contraint, ça nous ralentit, mais ça nous fait aussi progresser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des choses qui peuvent sortir un peu théoriques de certaines agences, n'empêche qu'à la fin, on progresse globalement, on fait progresser l'agence aussi avec laquelle on peut travailler sur le sujet. Le méga-mesh, en fait, on vit dans un monde qui est par nature méché. Il est méché avec les GAFAM, on en a parlé avec la stratégie du « et » qu'on développe, mais ça va être de plus en plus vrai avec des objets connectés, des véhicules, des choses qui vont apporter de l'intelligence. Et il faut que le cloud, en fait, à la fois s'étende vers le mesh ou sache communiquer avec ces équipements et ces éléments qui sont dans le cloud. La frugalité. On en a aussi parlé ce matin, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont très importants, et notamment un sur lequel je voudrais insister, et j'y reviendrai, c'est stopper le dogme de la redondance systématique pour penser résilience. Mais j'en reparlerai juste après. Et enfin, il y a des éléments atomiques de l'informatique. Nous, notre métier, un de nos métiers, c'est d'exposer ces éléments atomiques de l'informatique dans un modèle as a service. Par le passé, c'était simple, c'était des CPU, du stockage et un peu de réseau. Aujourd'hui, avec justement cette capacité à raisonner, qui change finalement beaucoup de choses à la fois dans la cyber et la compliance, on le voit avec le Data Act ou avec les AI Act. Dans les éléments atomiques de l'informatique, le GPU devient un élément atomique de l'informatique, le container devient un élément atomique de l'informatique. Donc nous, il faut qu'on évolue et qu'effectivement, on tienne compte de ces évolutions dans cette tendance du marché. Alors Outscale, ça fait 14 ans que Outscale a été créé, 2010, fondation par Dassault Systèmes, une idée de Dassault Systèmes à l'origine.
Première date clé, 2013, Outscale héberge la 3D Experience Platform et développe en parallèle des compétences autour du PaaS, c'est-à-dire développe une abstraction des infrastructures de façon à ce que la 3D Experience Platform, par un langage logiciel, puisse développer ces systèmes sans se soucier de l'infrastructure sous-jacente et pouvoir tourner sur n'importe quel type d'infrastructure. C'était déjà une idée d'il y a 11 ans et ça a été mis en œuvre et c'est toujours ce qui fonctionne aujourd'hui pour propulser la 3D Experience Platform. 2017, intégration à 100% d'Outscale dans Dassault Systèmes et Outscale devient 3DS Outscale. 2019, Sectum Cloud, la qualification. 2022, Outscale, 3DS Outscale devient une brand de Dassault Systèmes et devient l'opérateur des plateformes de 3DS et s'étend aussi sur d'autres géographies. Et enfin, 2024, je vais y revenir en détail, c'est finalement l'âge de l'adolescence d'Outscale. Et avec tous les problèmes et tous les bienfaits de l'adolescence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'aperçoit que le pantalon est un peu trop court, que les doigts de pied passent à travers les chaussettes. Donc c'est aussi ce que l'on a fait en 2024. On a changé de pantalon, on a pris des chaussettes un peu plus grandes pour pouvoir avoir une taille qui est plus significative. Et ça se traduit comment? Ça se traduit notamment par la 3e AZ Sectum Cloud qui ouvre le 4 octobre. Ça se traduit par une augmentation de nos points de présence. On est présent jusqu'à présent, on était présent en début d'année dans 18 points de présence dans le monde. On sera présent dans 23 points de présence dans le monde en 2024, fin 2024. Et quand je dis points de présence, ce sont des data centers séparés, physiquement séparés, avec 30 km d'écart avec l'autre data center. Donc quand on dit 3 AZ Sectum Cloud, ça veut dire une région Sectum Cloud implantée dans 3 sites physiques différents, dans des data centers différents, avec des installations électriques différentes et chez des fournisseurs qui sont différents. C'est aussi une extension aux États-Unis. On s'implante à Houston dans l'optique d'aller chercher aussi un peu plus de souveraineté aux États-Unis. On va regarder des choses comme ITAR, comme FedRAMP, ça fait partie de l'axe de souveraineté sur les États-Unis. On va s'implanter en Arabie Saoudite pour répondre à des besoins qui sont liés aussi à des sujets de souveraineté en Arabie Saoudite. Et puis, c'est l'extension à Tokyo, parce que l'empreinte de Dassault Systèmes notamment fait qu'on a besoin d'être beaucoup plus présent en Asie, donc on s'étend en Asie. Qu'est-ce qu'on a fait en 2024 et qu'est-ce qu'on est en train de faire toujours en 2024 ? On a ajouté 50 pétaoctets de stockage objets dans nos infrastructures. 300 000 vCPU qui ont été déployés, donc c'est beaucoup de déploiements serveurs. 5 nouveaux data centers, je l'ai dit, la 3e AZ Sectum Cloud. On est dans un rythme de déploiement en ce moment de 100 GPU, de nouveaux GPU par mois. Et donc quand la Z Sectum Cloud va ouvrir, vous aurez directement accès à la fois des GPU pour usage standard, comme vous pouvez vouloir les utiliser, faire ce que vous voulez dessus. D'ailleurs, ça peut être du rendering graphique, ça peut être de l'entraînement de modèles, ça reste des petits modèles, ou de l'inférence. Et ce seront aussi les bundles Mistral qui seront disponibles sur la 3e AZ Sectum Cloud. On a procédé à une optimisation des performances des CPU. Ça paraît anodin ou où tout le monde s'en fiche peut-être, sauf que en faisant une optimisation des performances de nos CPU, finalement, on joue ce rôle d'éco-responsabilité. C'est-à-dire que sur la même infrastructure, en optimisant les drivers, les firmware, le fonctionnement des hyperviseurs, etc., on arrive à sortir plus de performances mises à disposition des utilisateurs des clients. On a des VM avec plus de 1 Teraoctet de NVRAM GPU. Bon, ok, c'est un peu technique, mais n'empêche que c'est important. On a complètement séparé le stockage objet du stockage bloc. Ce stockage objet, il est totalement répliqué, résilient, séparé, et arrive en fin d'année le chiffrement du stockage objet. Pour le moment, avec des clés que nous mettrons à disposition, et dans un second temps, en 2025, vous pourrez venir avec vos clés qui seront stockées dans un HSM, donc dans un module de sécurité physique, de façon à ce que la clé de stockage, d'aucune manière que ce soit, nous ne puissions jamais y avoir accès. Il faudra faire attention à la façon de la gérer, mais en tout cas, on aura cette possibilité-là
dans le stockage objet sur les infrastructures que l'on met à disposition. 100% d'électricité verte, Olivier en a parlé tout à l'heure. On a aussi travaillé sur la mise à jour de nos réseaux. Pareil, ça peut paraître anodin, du back-office, etc. C'est important parce que c'est ça qui va supporter notre capacité à croître dans le futur. Donc on a mis à jour ce qu'on appelle notre fabrique sur du 400G, donc c'est du 400 gigabits, ce qui permet en fait d'offrir, de ne pas se limiter en bande passante, d'aller chercher n'importe quel type de use case aujourd'hui et d'ouvrir la porte à des workloads à 800 gigabits si jamais c'était nécessaire demain. Ça, on prépare l'avenir en faisant ça. Ça paraît anodin, c'est super important. Le tout autour de TinaOS. TinaOS est, et je vous le rappelle, et reste le fer de lance de ce que l'on développe. TinaOS, c'est notre différenciateur par rapport à tous les concurrents. Nous maîtrisons notre orchestrateur, c'est notre code. On ne dépend pas de VMware, on ne dépend pas d'un GAFAM, on dépend de personne là-dessus. On maîtrise la roadmap de TinaOS et on continue d'investir sur TinaOS. Mistral, j'en ai parlé. OpenShift by NumSpot. Donc ça, c'est une offre qui est en train d'être peaufinée avec nos petits camarades de NumSpot. C'est disponible, ça va être disponible de manière incessante. Je ne sais plus si c'est ouvert ou pas encore, en tout cas c'est incessant, Patrick ou Sarvan nous pourront le dire tout à l'heure. Mais cette offre-là, on l'a développée avec NumSpot et elle est sur Outscale, c'est OpenShift by NumSpot. Dans les autres nouveautés, protection anti-DDoS partout, fédération d'identité, on va avoir la capacité, on va vous offrir la possibilité de réutiliser des identités que vous avez à d'autres endroits, de façon à ce que nous ne confisquions pas vos identités, contrairement à ce que d'autres pourraient faire. Renfort support, à l'âge de l'adolescence, voilà, on a besoin d'être un peu meilleur en support. On va s'améliorer sur le support. On va rentrer des équipes qui vont faire du forensic pour rechercher les problèmes. Je ne parle pas des incidents, je parle vraiment des problèmes. Creuser, comprendre. Il y a des choses qu'on découvre aussi sur nos propres implémentations. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on doit travailler encore plus sur notre capacité de support. On va lancer une business experience autour de la réglementation DORA et la marketplace devient compatible UGAP. Et enfin, on va lancer en fin d'année 2024 une offre de Kubernetes managé en bêta. Donc s'il y a des clients, des volontaires pour être bêta-testeurs sur l'offre de Kubernetes managé en fin d'année, venez me voir, venez voir Frédéric, Thibaut, etc., ou Jérôme, les Jérôme d'ailleurs, on en a plusieurs, ils vous accueilleront et on regardera comment on peut faire de la bêta Kubernetes avec vous. Ça c'est 2024, des choses sont faites, des choses sont en train d'arriver, et le point important à retenir là-dessus, c'est ouverture, 3e région SecNumCloud, début octobre, bundle LLM, GPU, tout ça disponible. Et la capacité de cette nouvelle AZ, c'est plus du double de ce qui existe sur les deux autres AZ SecNumCloud. 2025. 2025, ça va encore être une année intéressante d'un point de vue technologique. On prévoit d'ouvrir 4 nouveaux data centers. Pour l'instant, les lieux, les localisations ne sont pas totalement sûrs. Il y en a qui sont sûrs. Houston, c'est sûr. On ira faire un 2e data center à Houston. Les capacités GPU, on devrait avoir à la fin de l'année 2025 4 fois plus de capacités GPU que ce que l'on a à fin 2024. Donc à nouveau, ce sera un rythme très soutenu de déploiement des GPU avec les H200, je vous l'ai dit, seront disponibles par bundle de 8 possibles dans nos infrastructures en 2025 et on suivra l'évolution de ce que NVIDIA s'est livré, peut-être du B100, peut-être du B200, on verra à ce moment-là. Nouveau stockage bloc haute performance, on prévoit de lancer un stockage bloc haute performance. L'introduction des instances à base ARM orientées optimisation énergie. Alors, il n'y a pas de miracle dans le silicium. Tout le monde dit ARM, c'est magique pour faire de l'optimisation de consommation. En fait, évidemment que ce n'est pas vrai. La seule façon d'optimiser du silicium, c'est que le logiciel qu'on met dessus
soient plus optimisés par rapport aux composants de silicium. Sinon, la physique est la même chez Intel que chez ARM, donc il n'y a pas de secret. Par contre, dans des cas d'usage général, l'avantage d'ARM, c'est que pour l'instant, ça permet d'avoir beaucoup plus de cœur dans le même composant de silicium, baisser potentiellement la performance de la machine qui est en idle, enfin qui ne fait rien, et donner de la ressource finalement à des gens qui en ont besoin. C'est ça qu'on va privilégier avec ARM, c'est pour ça qu'on va sur ARM, c'est pas pour une fausse promesse d'éco-responsabilité, mais à la fin, on devrait quand même, avec la mise en place de composants ARM, avoir une empreinte carbone qui soit bien meilleure, un ratio d'usage versus le watt consommé, qui sera meilleur par rapport à ce qui existe aujourd'hui. TinaOS reste le fer de lance, on fera des choix sur TinaOS, notamment probablement dans l'évolution des langages de développement. Olivier en a parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose que je voudrais mettre en œuvre l'année prochaine, c'est commencer à faire évoluer certains de nos services qui sont développés dans des langages qui potentiellement ne sont pas les plus efficaces d'un point de vue énergétique. On va aller vers du Rust ou ce genre de langage. On l'a déjà fait pour un de nos services. L'IAM est développé complètement en Rust, ce qui nous assure aussi une efficacité énergétique pour ce service-là, meilleure que si ça avait été développé dans des langages qui sont plus gourmands, on va dire. Résilience responsable, c'est un concept qu'on veut vraiment pousser pour 2025. C'est le fait que les services doivent s'auto-réparer plutôt que d'avoir une redondance et mettre 1, 2, 3, 4, 5, 10 membres pour assurer la redondance. La redondance, en fait, c'est super, hein, c'est un mécanisme extraordinaire, ça fait des années que ça existe, sauf que à la fin, vous mettez 3 services en redondance, ça mange 3 fois plus de CO2. L'objectif ici, c'est de dire, on va s'appliquer à nous-mêmes des principes d'auto-correction, d'auto-healing, de self-healing dans nos services, et on va réduire finalement le niveau de redondance, mais pour, à la fin, la même résilience. Et finalement, ce qui compte, c'est la résilience, ce n'est pas le niveau de redondance. On va supporter les OS durcis, ce qu'on appelle le Secure Boot. On vise SOC 2 type 2. SOC 2 type 2, c'est une certification qui est intéressante parce que la plupart des certifications vérifient finalement votre organisation et vérifient que vos process sont prêts pour que dans le futur, les règles de sécurité, par exemple, soient respectées. SOC 2, en fait, c'est l'inverse. Ça va regarder les logs du passé et ça va vérifier que ce que vous avez fait par le passé correspond bien à ce qui était prévu. Donc ça vient compléter les ISO 27001, Secnum Cloud également, et ça, c'est prévu pour 2025. Business Experience, on va lancer la première Business Experience Food Regulatory Information sur la 3D Experience Platform de SaaS d'Asso Systèmes. Donc on va passer en mode full SaaS sur la première Business Experience. On aura le support des secrets à travers du HSM, je vous l'ai dit tout à l'heure, et les clés pourront être gérées par le client, pourront être gérées par vous-même. On va introduire une base de données SQL. Ce sera du NuoDB as a service. Et NuoDB est un produit d'Asso Systèmes qui fait du SQL et qui est appétant en fait à des workloads de cloud puisque ça s'installe dans des containers. Et donc c'est très adapté à un usage cloud. On pourra fournir de l'identité l'année prochaine. Ce qui est aussi un changement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez votre identité en venant chez Outscale. À partir de la fin de l'année, début de l'année prochaine, on pourra fédérer des identités. Et l'année suivante, on pourra fournir des identités pour ceux qui le veulent, évidemment. Mais fournir des identités qui seront utilisables à d'autres endroits que purement chez Outscale. On va aller sur HDS, la révision 2024, des niveaux 1 à 5. Et puis, on va intégrer les Meta Marketplace dans l'écosystème européen. Et on passera en production sur Kubernetes Manager. Donc, pas mal de choses sur 2025. Et enfin, qu'est-ce qui vient derrière ? Quelques sujets d'études. Certains vont aboutir, d'autres n'aboutiront pas. Donc, je vais vous en parler, je vais vous dire un petit peu ce que l'on est en train de regarder. Pas certain que tout débouche sur des offres, des solutions, des produits. Mais c'est ce qu'on regarde. On regarde des composants d'IA alternatifs.
Pourquoi? Pas parce que NVIDIA est pas bon, mais parce que plus on spécialise en fait les composants, hein, c'est ce qui se passe dans le silicium, plus on est spécialisé en termes de silicium, et plus l'efficacité, soit en termes de performance, soit énergétique, est meilleure. Et donc, on a intérêt à aller regarder des composants d'IA qui sont spécialisés dans l'IA, sachant que le GPU, lui, il est initialement spécialisé dans le graphique, donc il a un cas d'usage qui est plus large, et puis on en a fait des GPU, donc des General Purpose GPU, qui sont faits pour être utilisés pour faire un peu tout, mais finalement, on le fait avec un niveau d'efficacité énergétique qui peut être moindre que certains composants spécialisés. On va aller regarder ces composants d'IA alternatifs, et peut-être qu'on lancera dans le courant de l'année 2025, ou en 2026, ou en 2027, je ne sais pas, une proposition alternative à base d'un autre composant que purement des GPU. On va regarder l'allocation des ressources avec garantie de performance. Alors ça, c'est aujourd'hui la façon dont les ressources sont allouées dans le cloud. Finalement, on alloue des threads, on alloue des cœurs en fait. Et d'une génération à l'autre de processeurs, on n'a pas de garantie de performance. Vous pouvez passer d'une génération à l'autre et avoir beaucoup plus de performance parce que vous êtes juste sur une génération plus récente. L'objectif qu'on poursuit là, c'est d'essayer de donner des sortes de t-shirts. Alors, c'est une idée pour l'instant, de t-shirts de flops ou des t-shirts de capacité, qui finalement, peu importe la génération sur laquelle vous êtes, vous aurez toujours la garantie de cette performance-là. Alors pour la faire, peut-être qu'il faudra 40 cœurs d'une génération 2, 10 cœurs d'une génération 3 et 1 cœur d'une génération 7. Mais n'empêche que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder de façon à ce qu'on ne fasse plus de l'allocation par cœur, mais par t-shirt en fait. Stockage objet froid, l'idée c'est de pouvoir faire du stockage long terme et garantir en fait 10 ans, 15 ans, 20 ans d'archivage potentiel pour des données dont on a besoin et pas besoin. Enfin, on doit les garder, mais on n'en a pas forcément besoin, donc on peut les mettre au réfrigérateur finalement. Stockage objet haute performance, on regarde aussi à pouvoir fournir du stockage objet haute performance, donc c'est vraiment l'opposé du stockage froid. On regarde le stockage long terme sur ADN. Peut-être que le stockage froid, on le fera sur ADN. On discute avec des startups qui travaillent sur ces sujets d'utilisation de l'ADN pour faire du stockage très long terme. Et quand on dit très long terme, cette fois-ci, on envisage 1000 ans, 2000 ans. Il faut qu'on se projette. Alors, ça paraît des temps incroyables, mais n'empêche que c'est important de regarder comment on peut conserver l'information. Aujourd'hui, si on veut conserver l'information, la seule solution, c'est de faire comme faisaient les anciens, c'est d'imprimer sur des papyrus, enfin sur des papiers qui ont une durabilité. C'est ce qui est fait dans les sites d'enfouissement nucléaire. Et le numérique n'a pas encore ce genre de choses. Il faut qu'on y réfléchisse et on va et on regarde ce genre de technologie. QPU as a service, Quantum Processing Unit as a service. L'idée, c'est de regarder, continuer à regarder, scruter le marché. Il y a des Candela, des Alice & Bob. Il y a un certain nombre d'acteurs, des IQM, qui sont très prometteurs sur le sujet. Pour l'instant, ça n'est pas scalable, ça ne peut pas passer à l'échelle. Ce n'est pas utilisable dans un monde industriel, mais on continue de regarder ça. Et peut-être qu'on fera partie des premiers à proposer un QPU as a service lorsque la maturité sera suffisante pour qu'on le propose. Au même titre que la location avec garantie de performance, on pourrait allouer finalement des ressources au watt et dire, en fait, plutôt que d'acheter une puissance, vous achetez une empreinte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde également. On regarde le chiffrement FIPS 140-3. Bon, c'est un peu technique, mais grosso modo, c'est les niveaux de certification très élevés américains. Le chiffrement post-quantique, parce que effectivement, il faut qu'on commence assez tôt à s'occuper du chiffrement post-quantique parce que si jamais la révolution quantique, c'est-à-dire la capacité à faire du Shor, finalement, à faire de la factorisation d'entiers, arrive, admettons, l'année prochaine ou dans 2 ans, en fait, le temps que le patrimoine qui avait été chiffré sur l'ancien système soit rechiffré, ça va prendre une décennie. Et donc, le moment où le déchiffrement quantique pourra être fait, il faut s'être occupé avant en fait, du patrimoine. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est l'usage potentiel, enfin la mise à disposition potentielle d'un chiffrement post-quantique dès maintenant pour préparer peut-être quelque chose qui arrivera dans 10 ans. Mais il faut qu'on commence à s'en occuper, ça fait partie de notre responsabilité de cloud souverain.
Refroidissement liquide direct, on en a parlé. Il y a des limites au refroidissement par air. On y est, ou on n'est pas loin. On est à 700 watts sur les derniers GPU, on va passer à 1200, 2000 sur les prochains. Au-delà de 2000, l'air, ça ne marchera pas. Alors c'est faisable, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de densité. Et plutôt que d'avoir un data center, on aura juste un serveur au milieu d'une salle de 1000 m². Ça n'a aucun sens. Donc il faut qu'on s'occupe du refroidissement liquide. On regarde avec nos collègues et amis de NumSpot les notions de DNS as a service. Le DNS, c'est aussi un élément clé, parce que c'est ça qui fait que finalement Internet existe, qui fait qu'on traduit des URL en adresse IP. Il faut qu'on s'en occupe. On va regarder, on va travailler sur le sujet. C'est un sujet 2026. Et on réfléchit également à avoir ce que j'appelle l'API toujours disponible, c'est-à-dire à avoir un dispositif qui permet en fait d'avoir des maintenances et de garantir que l'API reste disponible pour vous. Vous pouvez continuer de lui passer des ordres, peut-être qu'il ne se passera rien derrière, mais en tout cas, vu de vous, vous n'avez pas de discontinuité dans le service, même quand on a des maintenances. Voilà ce sur quoi on est en train de travailler, 2024-2025, et puis les idées pour le futur. Je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous pour soit cet après-midi pour discuter de ces sujets-là, soit l'année prochaine pour voir ce que l'on fera en 2026 et ce qu'on a effectivement fait en 2025. Je vous remercie.